Mais j'ai une question toute simple. Pourquoi vous brûlez pas la dette? Fausse bonne idée, évidemment, une fois de plus. Ça paraît simple quand on Oui, écoute Jean-Luc exactement. Mélenchon. Vous faites référence au discours de Jean-Luc Mélenchon hier. Ça fait des années qu'il le dit et qu'il le répète. Alors, il le fait avec brio, mais il raconte n'importe quoi. Absolument n'importe quoi. Bon, d'abord, je sais qu'il s'en moque, mais c'est illégal, non conforme au traité européen. C'est-à-dire que demander à la Banque de France, indépendante, au fond, de racheter une partie de la dette, 20%, hein, de la dette de l'État français. Il dit cette phrase, Jean-Luc Mélenchon, il dit « Il suffit d'y aller, de les prendre et de les foutre au feu ». Mais bien sûr. Et vous faites un gigantesque bras d'honneur aux autres membres de la zone euro. De fait, vous sortez de l'euro. Puisque vous dites « Je ne respecte plus les règles de la maison commune ». Deux, c'est dangereux. Parce que ça veut dire, in fine, qu'on va avoir des taux d'intérêt qui vont augmenter. Pour tout le monde ? Pour la France, pour les particuliers ? Les créanciers qui nous prêtent, qui disent « Ah bah l'État français vient de dire merde à 20% de sa dette ». Ils vont dire quoi ? Moi je vous prête plus à 4, je vous prête à 4,5, je vous prête à 5. On est à 4 aujourd'hui, c'est quasiment du jamais vu. Au-dessus de 4. Alors c'est pas du jamais vu, mais ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. 4% à 10 ans, honnêtement, c'est un mauvais banquier. Ça fait plus de 20 ans qu'on n'avait pas vu. Et donc, je vois vous parlez de mauvais banquier, qu'il est conseillé par Mathieu Pigasse. Mathieu Pigasse, il a fait sa fortune en renégociant des dettes d'États faillis. Il a renégocié la dette de la Grèce. Aujourd'hui, il renégocie la dette du Venezuela. C'est pas ce que je veux pour la France et les Français, moi. Mathieu Pigasse, effectivement, banquier et qui était aux universités d'été de la France Insoumise ce week-end et qui a eu cette expression « La dette publique peut être annulée », comme l'a dit Jean-Luc Mélenchon, sans aucun impact économique ni financier. Merci Hugo Chavez. Non mais, vous vous rendez compte de ce qu'il dit? C'est quelqu'un, je le répète, qui depuis 20 ans a fait sa fortune en renégociant des dettes d'État. Il dit faillis. Le mur de la dette n'existe pas. Mais bien sûr, il n'existait pas en Libye, il n'existait pas en Syrie. Est-ce que vous êtes en train de faire des efforts, mais pour rien? Est-ce que vous n'êtes pas en train de demander aux Français des efforts? Les infirmières grecques, d'un clin d'œil, d'un coup d'allumette, on pourrait la faire brûler, cette dette. Les retraités grecs, ils ont vu, on parla tout à l'heure peut-être, d'une moindre hausse des retraites l'année prochaine que prévu. Les retraités grecs, ils ont perdu plus de 10% de pouvoir d'achat. Les infirmières grecques, elles ont vu leur salaire baisser. C'est ça, renégocier la dette. C'est ça, dire merde, je le répète, à des créanciers, même si c'est la Banque centrale, accessoirement indépendante, dont la mission principale, c'est de lutter contre l'inflation, c'est se moquer du monde. C'est prendre les Français pour des lanternes. C'est mettre en danger la signature de la France en donnant l'impression, moi j'ai eu l'impression d'écouter Raymond Devos, parce que je l'ai écouté hier, de raconter absolument n'importe quoi, de le faire, je le répète, avec un certain brio, et de donner l'impression qu'il y a une formule magique face à un défi majeur, vous l'avez dit, croissance difficile, taux d'intérêt en hausse, dette à faire réduire, qu'on pouvait le faire par un baguette magique. C'est le serpent quin qui nous raconte n'importe quoi. Mais il ne faut pas... Et qui nous illusionne avec ses yeux comme dans le livre de la jungle. Mais endormir les Français aujourd'hui sur ce sujet, c'est les préparer à un cauchemar. Mais bien sûr que c'est confortable. Vous inquiétez pas, je m'occupe de tout. J'annule 20% et tout va bien se passer. La réalité, c'est que Jean-Luc Mélenchon, s'il fait ce qu'il dit avec Monsieur Pigasse à ma place, c'est la crise financière. C'est ça qui se joue, vous le sentez? Mais évidemment. Une petite baisse. Un retraité qui gagne aujourd'hui 2 000 € par mois, l'inflation elle est à 2%, c'est 40 € en plus. La question c'est, est-ce qu'on met en place tous ces 40 € ou moins? Il n'y a pas un salarié en France, à part ceux qui sont au SMIC, qui sont automatiquement indexés. C'est important. Pardon, mais Roland Lescure, il faut qu'on comprenne. Les gens qui travaillent aujourd'hui, ils sont pas indexés automatiquement. Ça dépend de la situation de l'entreprise. Aujourd'hui, j'allais dire l'entreprise des retraités, c'est nous tous et nous toutes. Regardons la situation et voyons ensemble si on peut demander aux retraités un effort réel, mais qui consiste à ne peut-être pas augmenter autant que l'inflation. Moi, je veux comprendre 2027. très précisément. Il y a deux options, en gros. 3, allons-y. Une qui serait de désindexer tout le monde. Ça, j'ai l'impression qu'on l'évacue. Les petites retraites, les minima sociaux, évidemment. Bon, on souhaite que ceux qui sont en première ligne puissent être protégés. Donc ça veut dire que ce sera plutôt la deuxième option, c'est-à-dire l'idée que les plus petites retraites seront épargnées et les plus grosses participeront à cet effort. Alors moi j'ai une question très claire, c'est qui un retraité aisé? Exactement, et je vois bien ce débat poindre. La décision n'est pas prise. Il y a d'autres options. Aujourd'hui, ça fait partie du catalogue. Et j'ai souhaité le mettre, c'est le cas de le dire, dans l'atmosphère, de manière à ce qu'on ait ce débat. Et on l'a aujourd'hui tous les deux. Et ça va faire partie des questions. À partir de quel niveau, si on va sur cette piste, il y en a d'autres. Non mais vous-même, Roland Lescure, la semaine dernière, vous avez dit, seront concernés les ménages
aisés. Je vous repose la question. Qui sont les ménages aisés? Qui sont les retraités aisés? Et je suis désolé, là encore. Non, mais vous ne pouvez pas dire cette expression et ne pas dire. C'est quoi? C'est 2 000 euros, c'est 3 000 euros, c'est 10 000 euros. Ça fait partie des débats politiques qu'on doit avoir. Et c'est pour ça que... Vous estimez qu'un retraité est aisé à partir de combien par mois? Non, mais quand le Premier ministre dit aux parlementaires, nous souhaitons débattre, ça fait partie des sujets dont on doit débattre. Donc soit on dit débattons ce matin, vous dites quoi? Vous dites c'est une négo où vous allez partir de, je sais pas, de 2000 et vous allez atterrir à 4000, ou alors est-ce que vous savez déjà précisément qu'à partir, je sais pas moi, de 2800 euros, voilà, non, c'est pas 2812. La réalité, c'est qu'on va rentrer en négociation, vous l'avez dit, et excusez-moi, pas avec Apolline de Malherbe, mais avec l'ensemble des groupes parlementaires qui, in fine, devront choisir ou pas de voter le budget. Mais j'imagine que les parlementaires, ils ont tous une vision différente. Exactement. Je me souviens de François Hollande à qui on demandait qui est un riche. Il me semble que autour de 4 000 euros par foyer, il considérait qu'on était riche. Vous considérez qu'on est riche à partir de combien? Non, moi je suis désolé, je n'entre pas dans ce débat-là parce que je souhaite pouvoir débattre avec les parlementaires de tous ces paramètres. Vous en parlez avec tout le monde? RN et LFI compris? Le débat parlementaire, il a lieu avec toutes celles et ceux qui sont élus. Effectivement, ils vont tous déposer des amendements. Ce débat, il doit avoir lieu avec l'Assemblée nationale qui représente la France telle qu'elle est. C'est pas la France dont je rêve forcément. Le premier groupe parlementaire de l'Assemblée aujourd'hui, c'est la Assemblée nationale. Je me suis engagé en politique pour lutter contre eux. Mais la réalité, c'est qu'ils sont élus et qu'évidemment, je négocierai avec eux. On discutera avec eux leurs amendements. Je donnerai mon avis sur leurs amendements. J'ai bien vu que la France Insoumise avait décidé de nous censurer quoi qu'il arrive. On verra ce que font les autres. Moi, ce que j'espère, c'est qu'on va réussir, au fond, à dégager un peu la piste de décollage pour celles et ceux qui, quoi qu'il arrive, ils se voient tous élus, hériteront de ce budget. Est-ce qu'au moment où on se parle, Roland Lescure, vous vous dites que ce budget, en toute sincérité, a des chances d'être adopté? On va tout faire pour. Je veux pas, là encore, on va tout faire pour, mais il faut être 2 pour danser le tango, et en l'occurrence, il faut être 11. Il y a 11 groupes parlementaires pour atterrir. Parle d'un chantage. Mais non. Mais il dit que vous les prenez dans une forme de chantage autour de ce budget. C'est comme ça que la France Insoumise, qui se voit gouverner la France, qualifie le débat parlementaire. Qu'un gouvernement dise « je vais présenter un projet de loi de finances, je souhaite qu'il soit discuté et j'espère qu'il va être voté », ça c'est du chantage. Là encore, on se moque du monde. La réalité, c'est que c'est comme ça que ça marche, la démocratie, ne leur en déplaise. Est-ce que la solution pourrait être cette fameuse année blanche? Non mais... C'est-à-dire désindexer de l'inflation toutes les prestations sociales, les retraites, tout. Ça a été essayé et malheureusement, ça n'a pas été couronné de succès. Vous le regrettez? Vous vous dites que ça aurait pu être une bonne solution? Ça fait partie. Vous savez qu'il y a des économistes qui nous ont dit, on les avait missionnés, ils sont indépendants, un ancien patron de l'INSEE, deux économistes, je dirais, d'obédience, 3 économistes d'obédience un peu différentes. Ils nous disent, si on fait rien l'année prochaine, on sera à 5,7% de déficit. Près de 6. Et si on fait rien d'ici 2030, on sera à 7% de déficit. Il faut faire quelque chose. Ça fait partie des pistes. Évidemment, le sujet, c'est ceux qui sont... Mais est-ce que l'idée d'une année blanche est toujours sur la table? Non, pas pour cette année. Non, question pas aussi côté généralisée. recettes, la surtaxe sur les grandes entreprises pérennisée? On verra. Moi, j'espère pouvoir la baisser, mais c'est pas acquis, c'est pas gagné. Parce que, au départ, elle était censée être exceptionnelle, vous vous souvenez? Et la situation, elle n'était pas autant que ça. On est dans une situation qui malheureusement a tendance à durer. La crise en Iran, le détroit d'Ormuz, la canicule, la hausse des taux d'intérêt. Donc voilà, on va intégrer. Donc vous ne vous priverez pas de ces 7 milliards de la surtaxe si on peut la baisser, entreprises. On le fera. Mais aujourd'hui, c'est pas facile. Ce sera prêt pour le 6 octobre. On est prêt pour fin septembre, début octobre. C'est le calendrier habituel, évidemment, de ce point de vue-là. Vous avez sans doute vu que votre prédécesseur, Bruno Le Maire, dit, je cite, que la France est au pied du mur. Il dit qu'il y a urgence, qu'une crise globale des dettes souveraines est donc possible. Est-ce que vous vous dites que la France, en effet, pourrait à un moment se retrouver sous le coup d'une autorité de la BCE ou du FMI? Est-ce que ce risque plane? Non, le sujet n'est pas là aujourd'hui. Il y a d'autres États qui ont fait face à ça. On parlait de la Grèce tout à l'heure. Donc l'objet, c'est évidemment d'éviter que dans quelques années, on en arrive là. Le vrai risque aujourd'hui, c'est le ministre de l'économie et des finances qui vous parle, qui sera au G20 des ministres des Finances en Caroline du Nord lundi prochain. Je vais en profiter pour tenir une réunion du G7 des ministres des Finances. C'est l'environnement international. Parce que vous parliez des taux d'intérêt français aujourd'hui. Les taux d'intérêt américains sont en hausse. On est dans une logique où le marché obligataire, parce que l'endettement est élevé partout, il a tendance à être tendu. Donc évidemment, il faut renforcer notre capacité collective à redresser nos finances publiques. À court terme, c'est mon job. Et à moyen terme, ce sera ceux qui aujourd'hui veulent nous faire rêver
et vont devoir atterrir. Il dit Bruno Le Maire qu'il faut des mesures d'urgence, la désindexation donc des pensions de retraite, mais alors de toutes, il dit des pensions de retraite, des aides sociales et du barème de l'impôt sur le revenu. Ça revient à cette fameuse année blanche. Oui, avec une question réelle sur Vous êtes d'accord, pas d'accord? Non, mais il faut faire attention quand même sur le principe. aux petites retraites, aux minima sociaux. Donc, je dirais la taille unique ne fonctionne sans doute pas. L'esprit vous paraît le bon. Des pistes, en tout cas. Je vois que Bruno Le Maire s'invite dans le débat pour les années qui viennent. Bah, ça fait partie des pistes qui, Vous l'avez pris comment d'ailleurs, ça? Non, mais bien, au sens où j'ai beaucoup travaillé avec lui et je sais qu'il manque pas d'idées et que sa volonté de participer au débat reste pleine et entière. Bon, moi je suis au boulot, je suis ministre des Finances, je m'occupe du budget de l'année, que d'autres se projettent, évidemment c'est de bonne guerre. Ça montre que, malgré le recul qu'il a pris, il aime toujours autant ça, la politique. L'âge de départ à 65 ans, lui il dit, il faut vraiment 65 ans et une bonne dose de capitalisation. Alors la capitalisation, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, c'est indispensable pour compléter le système actuel. Ça nous permettra aussi de financer l'intelligence artificielle. Au fond, de financer une France qui se projette vers l'avant et qui n'est pas seulement dans le retrait. Mais cette question justement de se projeter vers l'avant, j'ai une phrase à vous soumettre. Elle est signée The Economist, le magazine anglais, qui parle de nos retraites comme d'une véritable pyramide de Ponzi. Il dit qu'on est vraiment les champions du monde d'une pyramide de Ponzi. La pyramide de Ponzi, en fait, c'est cette espèce de subterfuge. C'est Madoff, c'est ce subterfuge économique où en fait on fait semblant que l'argent grossit et en réalité on ne fait que prendre l'argent d'avant pour le donner aux autres. C'est une vaste fumisterie économique. The Economist dit, si l'État-providence européen ressemble à une pyramide de Ponzi, ces pharaons sont les baby-boomers. Les baby-boomers en France, nous expliquons comment cette génération a réalisé un vol intergénérationnel. Bon, c'est The Economist, donc évidemment exagéré. Ils sont libéraux, ils sont anglo-saxons. La réalité, c'est qu'on a aujourd'hui de plus en plus de retraités et de moins en moins d'actifs. Ça, c'est la démographie, ça ne ment pas. Donc effectivement, il faut rééquilibrer tout ça. Mais ils disent, aujourd'hui, l'inégalité n'est plus horizontale, elle est verticale, c'est-à-dire les vieux sont riches, les jeunes sont pauvres. Il y a deux défis majeurs, l'équilibre du régime des retraites et le fait qu'on vieillit, meurt de plus en plus tard, tant mieux. Les dépenses de santé augmentent de plus en plus. Il faut à la fois qu'on traite le déséquilibre des régimes de retraite du fait de la démographie et les enjeux de dépenses de santé qui ont tendance à augmenter beaucoup trop. La cyberattaque, c'est derrière nous ? Franchement, là-dessus, d'abord, je réitère les excuses que David Amiel a prononcées au nom du gouvernement, parce que ce qui s'est passé le ministre des Comptes publics est grave. Et ceux qui sont concernés, à qui on a tous écrit, sont en colère, et je le comprends. De dire qu'on n'est pas encore au niveau là-dessus. Franchement, il y a des investissements à faire, pas seulement dans l'État. On a vu que les entreprises étaient aussi concernées. On est face à des attaques de dimension, d'échelle nouvelle. On a eu l'Ukraine, on a eu l'Iran, on a eu la Covid. Cette épidémie, parce qu'on peut en parler, je pense, qui s'accumule depuis des semaines. C'est un nouveau choc majeur auquel on doit faire face ensemble. Est-ce que vous n'allez pas exposer les entreprises avec la facturation électronique qui entre en vigueur, qui s'impose désormais à toutes les entreprises? Vous êtes sûr, absolument sûr? Parce qu'on se dit franchement, si Bercy se fait pirater, est-ce que vous n'êtes pas en train de mettre le loup dans la bergerie? Non mais j'entends bien. Bon, la facturation électronique, d'abord, c'est pour simplifier la vie des entreprises, pas pour leur compliquer. Deux, ça coûte très peu d'argent. J'ai entendu les débats sur ça va coûter une fortune. Il y a même des logiciels gratuits pour les micro-entrepreneurs qui permettent de le faire gratuitement. 3, ce sont des outils nouveaux. Le problème auquel on fait face avec nos cyberattaques, c'est qu'on a des outils assez anciens dans l'administration, qui ont été construits à travers le temps et qui sont pas forcément adaptés à ce monde d'aujourd'hui. Donc je pense que les risques sont Mais mettre ces données sur Internet, est-ce que ça n'est pas risqué aujourd'hui? Vous savez qu'aujourd'hui, ces données, elles le sont déjà. Vous imaginez pas qu'à Bercy, on a des coffres avec toutes les factures papier qui s'accumulent. On les met dans nos bases de données. Elles existent déjà. La seule différence, c'est que ça va être plus simple, plus efficace, moins coûteux pour tout le monde. Et en passant, qu'on va lutter contre les fraudes. Alors j'ai bien entendu, monsieur. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on y travaille, vous l'avez dit, on a encore une semaine pour atterrir, mais évidemment, on a noté que le prix du pétrole a pas baissé, que le prix du gaz a pas baissé, que le prix de l'essence à la pompe, malgré le plafonnement d'un certain nombre de stations que tous les Français ont vu sur les autoroutes, n'a pas baissé. Et donc on regarde de très près s'il faut prolonger ces aides et comment on va le faire. Je rappelle que le guichet rouleur est toujours ouvert. On a 1 369 000 ménages qui l'ont demandé. Mais au moment où on se parle, vous vous dites, il serait logique, puisque ça n'a pas baissé, de le prolonger? On le regarde, voilà. Vraiment. On vous dira. Donc certains qui nous écoutent et qui s'angoissent et qui se disent on va pas y arriver. Déjà, si vous n'avez pas demandé votre aide, demandez-la. Vous avez jusqu'au 31 août.
pour la période actuelle. Ensuite, on va voir comment on prolonge ça, s'il faut le faire. Mais on est évidemment conscient de ce qu'on fait quand on va faire le plein, ça coûte cher. Une dernière question, Le pont, Roland Lescure. Le Premier ministre a dit qu'il n'y aurait pas d'augmentation d'impôts. Vous le dites fermement, pleinement. Pas de nouveaux impôts. Enfin, pas d'impôts directs, quoi. Oui, il y a des niches qu'il faut qu'on regarde, il faut qu'on optimise, mais c'est la solution magique en France depuis 40 ans. On a un problème, on augmente les impôts. J'espère que les futurs candidats potentiellement présidents n'accumuleront pas les impôts nouveaux. C'est ce que vous leur lancez comme appel ce matin ? C'est la formule qui ne fonctionne plus.